Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité au Bénin, ce dimanche 15 novembre 2020, et bienvenue d'abord sur le grand format Expression de gratitude à l'endroit de Patrice Talon. La ville de Porto Novo se montre reconnaissante vis-à-vis du chef de l'État qui manifeste une attention particulière pour donc la capitale du Bénin sous la roulette du maire Chalma Yankoti. Les filles et fils de Porto Novo ont effectué une sortie pour dire merci à l'homme de la rupture. On en parle dans un instant. On parlera également de la suite de la tournée statutaire qu'il a démarré depuis quelques jours. Le préfet du département de Lomé était en fin de semaine dans la commune de Semapodi. Principal sujet, la qualité de la gouvernance locale dans cette commune. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie qui consacre la sortie officielle de 25 jeunes ayant pris part à l'édition 2020 du programme Jeunes Leaders du Bénin, un programme qui vise à promouvoir un leadership de type nouveau et notamment chez les jeunes. La Fondation Friedrich Ebert en est l'initiatrice. Une fin de mandat comme à la conquête d'un autre, c'est une semaine très chargée pour le chef de l'État, Patrice Talon. Après les marchés de Cotonou, Patrice Talon a entamé une tournée dans plusieurs localités de la partie septentrionale du Bénin, des localités foulées pour la toute première fois, sauf Parakou, une deuxième fois depuis bientôt 5 ans d'exercice de pouvoir d'État. Comment comprendre les objectifs et l'utilité de ces déplacements pour les populations? Le directeur de la communication à la présidence de la République nous en parlera. Wilfried Léandre Humbedi sera sur ce plateau juste après le point de l'actualité. Comme tous les dimanches, le grand format donne la parole à un confrère pour le décryptage de l'actualité nationale. Aujourd'hui, c'est Stéphane Nsougan qui est attendu ici. Il est le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Vous suivrez ses analyses juste après la revue de presse hebdomadaire de Nassis Alossé. C'est dans la troisième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici le grand format chez vous. Direction Porto Novo, la ville capitale où le chef de l'État Patrice Talon est célébré. Les forces vives de la ville se sont réunies ce samedi pour lui dire merci. Un sentiment de reconnaissance justifié par de nombreux travaux qui sont réalisés dans la ville et qui font désormais de Porto Novo une ville attrayante, une capitale digne du nom. Éclairage public, réaménagement routier et construction des marchés publics. La liste est longue. Voici les précisions que nous apporte ici Emma Rodono. Fils et filles de Porto Novo, ils se sont réunis sous la houlette du maire Charlemagne Yankoti pour dire merci à l'homme qui lui a essuyé les larmes. Patrice Talon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est célébré pour avoir, en l'espace de 2 ans, métamorphosé le visage de la ville de Porto Novo à travers un important aménagement routier assorti de lampadaires solaires, la construction des principaux marchés et bien d'autres chantiers pour lesquels les portonoviens sont émerveillés. En tenant compte des réalisations faites, des réalisations en cours d'exécution et de celles à venir dans la ville de Porto Novo, son Excellence Patrice Talon est incontestablement et de loin le plus grand bâtisseur de la ville de l'ère post-indépendance. Avant d'être un bâtisseur, le président Patrice Talon, comme le témoigne la qualité et la beauté des projets réalisés et ceux en cours de réalisation, est un fin architecte. Porto Novo, 60 ans après l'indépendance de notre pays, a trouvé enfin son architecte bâtisseur. Président Patrice Guillaume Athanase Talon, merci, 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 merci. Et merci. Porto Novo dit avoir enfin trouvé son architecte bâtisseur et compte bien travailler pour son maintien en poste au-delà de 2021 afin qu'il achève l'œuvre entamée. Venez et voyez. Voyez les routes. Voyez l'électricité dans la ville pendant la nuit. Voyez tout ce qui est programmé. Et moi, j'espère encore le début de la construction du siège de l'Assemblée nationale, siège de la démocratie. Le temple de notre démocratie sera construit à partir du premier trimestre de l'an 2021.
et aura 30 mois pour finir. Vous pensez qu'il faut que celui-là commence et ne pas voir la fin dans 30 mois? Nous allons voir et nous allons inaugurer dans 30 mois par lui-même. Ensemble, n'est-ce pas? Pour toutes ces actions qui rendent aujourd'hui les Porto-Noviens fiers de leur ville, les têtes couronnées et les sages ont dit toutes leurs bénédictions à l'endroit du chef de l'État. On reste dans le même département de Lomé, mais on quitte Porto-Novo pour Semenpodji. C'est l'une des étapes de la tournée statutaire du préfet Joachim Apiti. Il y était en fin de cette semaine. Objectif s'enquérir de l'état de santé de cette commune qui a à sa tête Jonas Benameto. On va retrouver Emma Rodonon pour plus de précisions. Le préfet du département de Lomé, Joachim Apiti, dans les murs de la mairie de Semenpodji. Cette descente entre dans le cadre de sa tournée statutaire dans les 9 communes sous sa tutelle. Nous allons échanger avec vous sur la qualité de la gouvernance locale, à tous les niveaux d'ailleurs et dans tous les secteurs de la vie socio-économique, à travers la poursuite sans relâche de la mise en œuvre de la tranche départementale du programme d'action du gouvernement, en harmonie avec votre plan de développement communal. À la suite du préfet qui a planté le décor, plusieurs personnes sont intervenues pour saluer les qualités managériales du maire Jonas Benameto, qui a su instaurer une bonne ambiance de travail et poser en 5 mois d'exercice les bases de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Non seulement nous arrivons à obtenir de l'harmonie et de la cohésion au sein de l'équipe, mais il faut souligner que le rythme du travail, l'intensité du travail est telle que si nous ne forçons pas, certains seront obligés de demander à aller en congé. Voilà que les textes n'ont pas prévu presque de congé pour les élus communaux. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes quelque part en train de faire quelque chose pour la commune. En tout cas, ça se passe très bien. Et avec la dextérité managériale du maire, nous pensons que nous nous retrouvons dans ce conseil communal, toutes tendances confondues. Le maire Jonas Benameto est pour sa part satisfait de ce rendez-vous avec l'autorité de tutelle. Ce qu'on peut retenir globalement, c'est que le préfet a voulu d'abord s'enquérir du fonctionnement réel du conseil communal, s'enquérir de l'ambiance qui règne au sein du conseil communal, savoir si les chefs de services déconcentrés sont en harmonie avec les obligations qui sont les leurs. Chaque chef de service concentré a été interpellé directement sur un certain nombre de problèmes, de préoccupations des populations et est venu en même dans le temps éclairer l'opinion et donner des informations, toutes les informations jugées utiles pour la manifestation de la vérité. Donc c'est une séance très fructueuse, une séance nécessaire pour que la population soit en symbiose avec ses gouvernants. La tournée du préfet Joachim Apiti se poursuit dans les autres communes de son département.
On parle santé à présent. C'est en décembre 2019 que la 24e mission médicale chinoise a déposé ses valises au Bénin. Elle est composée d'une vingtaine de médecins répartis dans certains hôpitaux du Bénin, dont le centre hospitalier départemental Monokufo de Lokossa. Encore quelques semaines donc, et cette équipe va finir sa mission au Bénin. Mais en attendant, Geoffroy Messan et Florent Do nous proposent la découverte des membres de cette mission après 11 mois au service des patients de Lokossa. Regardez. Une matinée presque ordinaire au centre hospitalier départemental CHD Monokufo à Lokossa. Patients, soignants et administratifs se côtoient. Une porte s'ouvre pour nous et qui nous accueille. Le docteur Dongye, chirurgien orthopédiste, il s'affaire avec ses aides et assistants autour de quelques patients. C'est une fracture. Oui, c'est une fracture fermée. Dongyi est membre de la 24e mission médicale chinoise, en poste depuis près d'1 an ici au CHD de Lokossa. Les couloirs de la maison lui sont désormais familiers, puisqu'à l'instar de sa compatriote Yao Yanyu, gynécologue, qui est ici au bloc opératoire en pleine césarienne, il a sur son tableau de chasse plusieurs patients béninois traités. Cette année, depuis 11 mois, il a fait beaucoup d'opérations. Il a fait 72 cas. Il a fait l'opération de réimplantation de membres sectionnés. Et en plus là, il a fait la traction et l'opération faire le plate. Et beaucoup de l'opération, beaucoup de façons de l'opération, de fracture. À travers cette 24e mission médicale chinoise, le CHD Monokufo a bénéficié de l'expertise des Chinois dans plusieurs spécialités, allant de la médecine moderne à la médecine traditionnelle chinoise. Elle est là pour sauver les malades béninois et pour traiter les peuples béninois. Et on a une bonne relation entre elle avec mes collègues béninois au service. 我是去年12月16号来贝宁洛克萨的。Le 15 décembre 2019, elle est arrivée au CHD Monokufo pour travailler au service de maternité. Il y a des cas de césarienne, il y a des cas de curetage et il y a des cas de la grossesse extra-utérine. Il a fait beaucoup de l'opération chirurgie. Par exemple, péritonite, appendicite, perforation intestinale. Et il a eu beaucoup de maladies graves et beaucoup de maladies complexes. Mais à cause de ça, il a fait tous ses efforts pour régler tous les problèmes dans le service. Le docteur Kiao Gunwei est le chef de cette mission médicale. Il vient de passer 11 mois dans les murs de l'hôpital à mettre ses connaissances de chirurgien maxillofacial au service des Béninois. Sous la nouvelle épidémie du coronavirus, la mission médicale chinoise a fait une formation de prévention et de contrôle du coronavirus au CHD Monokufo. Et on attendait un plan de traitement du coronavirus au CHD Monokufo. Au Bénin, depuis décembre 2019, les membres de la 24e mission médicale chinoise ont su effectuer leurs tâches dans une bonne ambiance de travail et d'efficacité avec leurs confrères et aides béninois. Mon souhait est que cette coopération se développe davantage, s'intensifie et qu'elle soit surtout orientée vers
le renouvellement du plateau technique du CHD Monokufo pour que les soins qui vont être délivrés dans ce centre soient des soins de meilleure qualité. Malgré la barrière linguistique, ils font un travail merveilleux. Au nom du ministre de la Santé, nous disons merci à la 24e mission et au peuple chinois pour leur contribution au bien-être de la population du Mono et du Kufo. Les membres de la 24e mission médicale chinoise proviennent de l'hôpital général universitaire de Ningxia, situé au nord-ouest de la Chine. Démarré mercredi dernier, l'atelier national des maraîchers éco-santé a pris fin ce vendredi. Il a été organisé par le comité national des syndicats du Bénin. Les travaux ont porté sur le thème « Les produits maraîchers sains au Bénin, mythe ou réalité ». Le point de la cérémonie de clôture de l'atelier avec Geoffroy Messan. Je voudrais donc affirmer que les objectifs et les résultats attendus de cet atelier ont été largement atteints. C'est donc sur une note de satisfaction générale que se referment les portes de cet atelier national des maraîchers éco-santé. Axé sur le thème « Les produits maraîchers sains au Bénin, mythe ou réalité », ce rendez-vous du donner et du recevoir de l'OCOSA a permis aux membres du réseau africain des maraîchers éco-santé, RAMES, de renforcer leur capacité en matière de culture bio. Nos terres sont souillées. Donc il y a des endroits où on ne peut plus faire le bio. Donc pour faire le bio, aujourd'hui, il faut choisir des terres neutres, là où on n'a jamais utilisé des pesticides et autres. Le réseau RAMES a son site à Rosubeta, à Calavi, un site sur lequel on n'a jamais fait utiliser des produits chimiques. Mais néanmoins, il y a encore un risque. Le risque, c'est que les produits chimiques utilisés sur le coton dans le nord descendent ici vers le sud. Mais l'incidence est minime. Donc c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, il y a réellement des produits bio au Bénin. L'atelier est organisé par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'IUTA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. Pour que les objectifs de cette rencontre soient atteints, les participants ont eu droit à des communications sur l'approche éco-santé et maraîchage, la production maraîchère conventionnelle, les alternatives aux intrants minéraux et chimiques, puis la structuration d'un circuit commercial de la production maraîchère au Bénin. Nous avons également abordé, à travers la communication qui en a parlé, les risques liés à la production conventionnelle. Et ceci pour faire un clin d'œil à nos frères, amis, qui persistent dans la production maraîchère conventionnelle et qui, à ce jour, n'ont pas encore pris la mesure des actes qu'ils commettent en livrant aux consommateurs une production à risque. Nous avons vu également durant ces 3 jours-là quelle est la place et l'importance de votre profession et la production maraîchère dans l'économie béninoise. Nous osons croire qu'une fois de retour chez vous, vous allez partager les enseignements reçus avec ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Ensuite, vous allez pouvoir, à travers le RAMES et le SINAMAB, organiser des séances de restitution au profit de ceux qui n'ont pas pu être à l'OCOSA avec vous. L'atelier a été financé par la Fondation Friedrich Herbert à travers le projet CO. Chacun repart chez lui, le sourire aux lèvres, avec la ferme résolution d'œuvrer à une vulgarisation des enseignements reçus.
Toujours dans l'actualité, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé vendredi dernier au lancement de l'opération de recensement des ménages pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet AH Assurance pour le renforcement du capital humain. Cette étape vient après la phase pilote qui avait pris en compte 21 communes du Bénin. On voit ça avec Ali Moumouni et Moufid Sagouan. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH à l'étape d'une plus large couverture du territoire national. Après une phase pilote qui a pris en compte 21 communes, le gouvernement vient d'élargir le projet vers les 56 autres communes du Bénin. Une opération d'enquête, d'identification et d'enrôlement est ainsi ouverte pour le recensement des ménages pauvres extrêmes et non extrêmes. Et la présente phase de l'enquête s'appuie sur les expériences de la phase pilote et les différentes leçons apprises. Les données issues de l'identification communautaire indiquent que vous aurez à visiter 339 101 ménages pauvres sur une période de 2 mois et demi dans les 56 communes pour recueillir des informations socio-économiques nécessaires pour confirmer ou non leur statut de pauvre en vue de bénéficier de l'assistance gratuite de l'État pour l'accès aux services du projet ARCH. Cette rencontre des acteurs avec le ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'inscrit également dans le cadre du lancement de la formation des enquêteurs. Ils sont au total 850 concernés par cette opération qui sera conduite par l'Institut national de la statistique et d'analyse économique INSAE et l'unité de gestion du projet ARCH. L'opération actuelle, c'est une opération qui permettra de confirmer un travail qui avait été déjà réalisé il y a un peu plus de 3 ans, qui a permis au niveau communautaire d'identifier les pauvres qui doivent bénéficier du programme ARCH. Puisque la première partie avait été une identification communautaire, c'est-à-dire c'est la communauté qui a dit les pauvres se retrouvent dans telle famille, dans telle zone. Le travail de l'INSAE permettra maintenant d'affiner les premiers résultats qui ont été trouvés pour identifier réellement les familles pauvres et pauvres extrêmes. L'enquête sur le terrain va démarrer la semaine prochaine. Nous avons quelques jours de formation pour les enquêteurs et de tests de leur maîtrise de l'outil de gestion de l'enquête. Au terme de ce processus, les enquêteurs seront déployés sur le terrain avec l'aide technique de l'INSAE qui assure l'organisation matérielle de l'enquête. L'aboutissement de cette opération d'enquête déterminera le résultat de la mise en œuvre du projet ARCH. Et ça, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'a pas hésité à le rappeler aux acteurs. Le sort de chaque ménage, de chaque pauvre, est dans vos mains. Et vous devez en être conscient. Aucun ménage pauvre, quel que soit son lieu de résidence, ne doit être laissé de côté pour quelque motif que ce soit. Chaque ménage non enquêté, c'est entre 5 et 7 personnes en moyenne que vous abandonnez dans la pauvreté pour plusieurs années. Je voudrais en appeler à votre sens patriotique. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH est un programme du gouvernement qui compte 4 services intégrés que sont l'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. Dans la suite de ce journal, ils sont au total 158 artisans formés en énergie solaire photovoltaïque à recevoir jeudi dernier à Cotonou leurs attestations de fin de formation, renforcement des capacités organisées par le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin en partenariat avec la République allemande. Les précisions sont avec Ingrid Day et Nassis Alossé. Ils reçoivent ainsi leur certificat de réussite pour avoir participé à une formation en énergie solaire photovoltaïque initiée par le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin. Financée par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, elle vise à doter le Bénin des spécialistes en énergie renouvelable. Le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, dénommé PFR, est le fruit de la coopération entre l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, UCMB, la Confédération nationale des artisans du Bénin, Sénat, et l'Union des chambres de métiers de la SAR, UWZ. L'objectif de
ce programme est d'améliorer les compétences des artisans dans le domaine des énergies renouvelables au Bénin. Ont participé à cette formation des électriciens venus de tous les départements du Bénin. Sur 273 participants, 158 ont pu tirer leur épingle du jeu. Et ceci après 25 jours de formation théorique et pratique dans 3 modules élaborés à cet effet sur la base des critères de la CEDEAO. Le gouvernement béninois est en train de réformer le système de formation professionnelle, et les représentants sont présents ici, et de l'orienter vers les besoins des personnes et des entreprises. La République fédérale d'Allemagne soutient le Bénin dans cette réforme. Votre participation à cette formation marquera à coup sûr un nouveau départ pour une augmentation de la plus-value dans la conduite de vos activités professionnelles. Je suis d'ores et déjà convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour apporter du vôtre à l'amélioration du climat de vos affaires. Démarré en 2015, ce projet prend fin cette année dans sa deuxième phase. Heureux d'avoir participé à ce programme, les bénéficiaires ont adressé quelques mots de gratitude à l'endroit des formateurs et initiateurs à divers niveaux. Cette formation nous a permis de consolider nos connaissances et de confirmer notre passion pour le domaine de l'énergie renouvelable photovoltaïque. Aujourd'hui, nous sommes capables, en tant que techniciens en énergie photovoltaïque, d'interpréter les notions de base, les sources d'énergie ainsi que les composants d'un système solaire photovoltaïque d'une part, et d'autre part, nous sommes aptes à réaliser l'installation des systèmes photovoltaïques tout en respectant la sécurité au travail. Ce programme du partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin cadre bien avec le projet ARCHE du gouvernement béninois qui priorise dans son volet formation l'artisanat. Et pendant ce temps, l'université d'Abomey-Calavi et la fondation Mastercard lancent un recrutement de 1000 étudiants. Il s'agit d'une bourse dénommée Jimlich pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. La bourse en question est une opportunité qu'offre la fondation Mastercard aux jeunes porteurs d'idées, de projets ou d'entreprises afin de recevoir un accompagnement et une éducation entrepreneuriale de classe mondiale. Les inscriptions à cette bourse sont déjà ouvertes sur le site de l'université d'Abomey-Calavi et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de la fondation Mastercard à l'UAC. Voici maintenant les précisions. Et il me tient à vous rappeler quelque chose que vous savez, les missions de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons 3 missions principales. En dehors de l'enseignement, nous avons la recherche et les services rendus à la communauté. Et quand nous parlons de services rendus à la communauté, vous savez naturellement qu'il y a le volet insertion professionnelle. Donc, avec cette 3e mission de l'université d'Abomey-Calavi, elle ne cesse de mettre en place des stratégies et des mécanismes pour faciliter l'insertion professionnelle de ces produits. Et donc, dans notre partenariat avec d'autres structures, nous avons la fondation Mastercard qui œuvre beaucoup pour l'insertion professionnelle des boursiers de cette fondation, mais pour l'insertion professionnelle de tous les étudiants et diplômés de l'université d'Abomey-Calavi. Et c'est dans cette optique que la fondation a pu dénicher pour nous une opportunité à l'échelle internationale. Il s'agit de la bourse Jimlich pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. Et donc, dans cette perspective, la Fondation Mastercard développe depuis l'année dernière un financement que nous appelons le Student Entrepreneurship Fund, qui est un financement dédié à l'entrepreneuriat étudiant. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant et démarrer en même temps votre projet entrepreneurial. Et nous vous accompagnons dans différents volets de formation, de coaching et de mentorat pour vous permettre de réussir ce processus. Les succès obtenus au niveau de ce volet de notre programme de financement CEF a conduit
la Mastercard Foundation au niveau international a introduit et lancé ce nouveau programme, cette nouvelle opportunité que nous appelons Jim Lich Entrepreneurship Fund. Et donc, dans cette nouvelle opportunité, nous allons faire un recrutement massif d'étudiants. Nous allons recruter jusqu'à 1000 étudiants que nous allons accompagner. Alors, ce processus a déjà démarré depuis le début de ce mois, le processus de recrutement, et va durer 30 jours. Donc, au 30 novembre, nous allons arrêter les recrutements, les inscriptions. Alors, nous insistons pour qu'il y ait une inscription massive au niveau des étudiants de l'UAC, des étudiants du Bénin, beaucoup plus parce que dans le réseau mondial de la Mastercard Foundation, l'université d'Abomey-Calavi apparaît comme la seule université francophone à côté d'autres pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, etc. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information qui constitue la première partie de ce grand format. Les bénéficiaires de l'édition 2020 du programme Jeunes Leaders du Bénin ont effectué leur sortie officielle. La 7e promotion du programme est constituée de 25 jeunes formés pendant 6 mois pour être des citoyens engagés pour le développement de leur pays. C'est une initiative de la Fondation Friedrich Ebert. Les précisions sont avec Nagui Balagwe. Nous vous laissons partir, mais nos espoirs vous accompagnent. Et si je peux dire quelque chose, je dirais, battez-vous pour vos idées, battez-vous pour vos valeurs, battez-vous pour vos visions et battez-vous pour le Bénin. Vive le Bénin, vive la coopération internationale. Ce sont 25 jeunes béninois qui ainsi partiront d'ici plus aguerris pour faire face aux défis de leur temps et en somme impacter leur communauté. La 7e cohorte du programme Jeunes Leaders du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert sort de 6 mois d'apprentissage et de construction, prête pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice Bénin. C'est l'histoire de 25 jeunes béninois issus qui ont eu la prétention de dire oui, nous ambitionnons dans un futur proche, sinon de prendre les rênes de ce pays, du moins d'être au cœur de la gouvernance politique du Bénin. Je voudrais affirmer ici, devant cette auguste assistance, et au nom de mes collègues de la 7e promotion, que la FES a effectivement fait de nous des citoyens de type nouveau, des patriotes aguerris, décidés, engagés pour le développement de notre pays, le Bénin. Et pour la Fondation, c'est une nouvelle marche de franchie vers la réalisation des attentes de ce programme, à savoir générer une nouvelle classe de dirigeants modernes qui s'engagent à améliorer la situation dans leurs pays respectifs au niveau politique, économique et social. Et nous visons aussi à créer, à moyen terme, une masse critique de jeunes leaders ayant pour ambition de prendre les responsabilités de leurs pays respectifs dans l'avenir. Donc je crois, avec 175, on ne peut peut-être pas encore parler d'une masse critique, mais quand même d'une masse qui peut faire bouger beaucoup de choses. Être leader, c'est aussi boire à très bonne source. La 7e promotion des jeunes leaders du Bénin en a tenu compte au moment de choisir son parrainage. Pour les guider et les conseiller, ce sera Rekiat Madougou et Véronique Toyi-Fodé. C'est maintenant que le plus dur commence. Vous pouvez choisir d'être la lampe qui est posée en hauteur et qui éclaire une majorité, ou la lampe qui est posée sous la table qui n'est utile qu'à vous-même. C'est à vous de choisir. Mais officiellement, aujourd'hui, vous avez pris l'engagement de servir, de vous mettre au service
des autres, parce que c'est ça le leadership. Voir une jeunesse consciente, en tout cas à tout le moins pour ce qu'on en a vu cet après-midi, cela donne des motifs de satisfaction et surtout d'espérance. Et je voudrais encore une fois les féliciter, mais surtout les exhorter à la résilience. On ne le dit jamais assez. La promotion 2020 des jeunes leaders du Bénin se dit prête pour participer au développement du Bénin, opiner objectivement dans les débats, faire des propositions et passer à l'action, afin de jouer sa partition en vue de l'essor économique et social du Bénin. Un mot de littérature avant d'ouvrir la page invitée, les rayons de librairie du Bénin enrichis d'un nouvel ouvrage. Son titre précis de pratique et de correspondance diplomatique et consulaire. L'ambassadeur Marc Herman Araba en est l'auteur. Le lancement du livre est fait jeudi dernier en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Teddy Goudalo, Zakiat Latoundji. Un nouveau livre dans les rayons des librairies du Bénin à compter du 14 novembre 2020. L'ouvrage est intitulé « Précis de pratique et de correspondance diplomatique et consulaire », un chef-d'œuvre de l'ambassadeur Marc Herman Araba qui retrace le quotidien d'un diplomate, les exigences, les contraintes et les rigueurs du métier. Notre ami l'ambassadeur Araba a voulu rassembler des modèles et des spécimens de la correspondance et de la pratique diplomatique, aussi bien dans nos États que sur le plan international, et susceptible d'être utile aux praticiens de la chose diplomatique. Cet ouvrage s'adresse sans aucun doute aux jeunes, qu'ils soient débutants ou en activité, mais il se révélera également utile pour rafraîchir la mémoire des plus anciens. L'ouvrage est le fruit d'un travail minutieux et opiniâtre qui a l'avantage d'être présenté de façon agréable selon le préfacier. Il repose essentiellement sur 6 chapitres à raison de 272 pages destinés à première lecture à la communauté estudiantine et autres amoureux de la chose diplomatique. À qui est destiné ce précis? Disons-le sans embâche, le précis n'est pas destiné aux seuls diplomates ou étudiants en droit et en relations internationales. C'est pour des diplomates, quel que soit leur rang, leur niveau, c'est pour les universitaires, les intellectuels, c'est pour les non-diplomates qui sont appelés à côtoyer ou à gérer la chose diplomatique. La ligne de conduite essentielle dans la rédaction de l'ouvrage est simple, être utile, concis et pragmatique. L'objectif étant de mettre à la disposition du public, notamment des collègues diplomates, des outils dont ils peuvent se servir pour parfaire leur pratique diplomatique. Il manque souvent des ouvrages de référence. Des ouvrages de référence adaptés à nos réalités, des ouvrages de référence qui partent d'une expérience vécue, qui partent d'un vécu par des personnes qui ont été des praticiens. Je dois dire que votre ouvrage vient combler un vide et permet désormais aux acteurs du monde diplomatique, aussi bien au plan national qu'international, d'avoir un manuel de procédure en matière notamment de rédaction de correspondances diplomatiques qui, de par sa spécificité, diffère de la correspondance administrative générale. L'auteur du livre, Marc Herman Araba, est l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il vient d'être nommé par le chef de l'État, Patrice Talon, nouveau représentant permanent du Bénin auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Voilà, c'était donc le journal dans le grand format. On va changer de cap maintenant avec la page invitée. Dans un petit moment, l'invité de la semaine sera sur ce plateau. Il s'agit de Wilfried Léandre Hongbeji, directeur de la communication à la présidence de la République du Bénin. Notre entretien va tourner essentiellement autour donc de cette tournée qu'effectue le chef de l'État Patrice Talon dans plusieurs localités de la partie septentrionale du Bénin. Quelle est donc l'importance de ces déplacements pour un chef d'État en fin de mandat? On en parlera juste après cette pause qui nous conduit à la régie. ESM Bénin, école supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique
des étudiants. À USM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur le site de Kourounou, face au Stade de l'Amitié et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez plus 229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Alors que sa présence aux côtés des femmes des marchés de Cotonou et surtout son style vestimentaire n'avait pas encore fini de nourrir l'actualité nationale, le chef de l'État entame une tournée dans plus de 50 localités du pays pour échanger directement avec les populations. Tchaourou, Savé, Parakou, Niki, Ndali, Bembereke, Kalale, Kandi et Malanville ont déjà accueilli le président de la République. Une tournée qui intervient à 5 mois de la fin du mandat présidentiel. Quels sont alors les motifs qui sous-tendent ces déplacements? Le chef de l'État, le grand format, en parle ce dimanche avec comme invité le directeur de la communication à la présidence de la République, M. Wilfried Léanoubedi. Bonjour. Bonjour, M. Boukari. Bienvenue sur le plateau du grand format. C'est un plaisir. Alors, une tournée d'une telle dimension à quelques mois de la fin du mandat de Patrice Talon, pour quels résultats? Déjà, je suis très heureux de vous entendre dire à quelques mois de la fin parce que, en propos introductif, tout à l'heure, vous avez dit pour un chef d'État en fin de mandat. Mais le mandat est encore à 6 mois de la fin. Il reste beaucoup de temps. En 6 mois, on peut réaliser beaucoup de projets, on peut en initier beaucoup d'autres, on peut corriger là où il faut, et donc on a encore le temps. Le chef de l'État est en fonction pour une certaine durée encore, et cette tournée rentre dans le cadre de ce que lui-même il a expliqué aux populations, c'est-à-dire un exercice de reddition de comptes. C'est un président de la République qui a instauré une nouvelle manière de gouverner, avec plus de sens de responsabilité, avec plus de rigueur, avec plus de méthode. Et cela a fait que pendant 4 ans et demi, effectivement, on ne l'avait pas vu sur le terrain. Les journalistes diraient même un déficit de présence sur le terrain. Mais le chef de l'État a décidé très tôt de passer le temps à s'occuper des vrais problèmes du pays, quitte à après aller rencontrer les populations pour leur rendre compte. Et c'est le moment qui est venu. À 6 mois de la fin, s'il attendait de le faire à 3 mois de la fin, à 2 mois, vous diriez peut-être, et vous auriez raison à ce moment-là, mais pourquoi c'est vraiment sur la fin du mandat que le chef de l'État s'en va? S'il décidait demain, par exemple, d'être candidat à sa propre succession, peut-être que ce serait annoncé 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant. En ce moment-là, ce ne serait plus le chef de l'État, mais ce serait le candidat. Donc aujourd'hui, c'est pleinement le chef de l'État qui va rendre compte à ses concitoyens de l'exécution de la tâche qu'ils lui ont confiée, recueillir leurs impressions, leurs critiques et leurs doléances.
Et toutes les étapes par lesquelles il est passé jusqu'à hier soir à Kandi, vous avez vu avec quelle ferveur, quelle chaleur les populations l'attendaient, l'ont accueilli et dans quelle ambiance les échanges se sont déroulés. Ça a été sans tabou. Les populations pouvaient poser toutes sortes de questions auxquelles le chef de l'État répondait tout le temps. Alors, à Tchaourou et Savè, quelles sont les réalisations que Patrice Talon est allé constater ou apprécier? Dans chaque localité, si vous faites bien attention, M. Boukari, les personnes les plus indiquées pour faire toucher du doigt les réalisations concrètes qu'il y a eu dans leur localité, ce sont généralement les maires, ce sont les responsables d'associations de développement. Et dans chacune des localités, ces responsables, au premier plan, ont énuméré un certain nombre de réalisations, pas toutes évidemment, mais les plus emblématiques. Quand vous allez à Tchaourou, par exemple, les populations ont témoigné de ce que le programme d'approvisionnement en eau potable en milieu rural s'est manifesté dans leur localité. Voilà une commune qui était vraiment en déficit, comme beaucoup d'autres dans notre pays. Et on a fait de cela une priorité. Vous savez que la question de l'eau, pour le chef de l'État, c'est la priorité des priorités sur le quinquennat. Et donc, quand on mobilise pratiquement 500 milliards de francs CFA en à peine 3 ans pour mettre en œuvre ce programme ambitieux de fourniture d'eau potable à tous, Tchaourou a été impacté. Tchaourou a été impacté au plan des infrastructures routières. Et il y en a encore qui se déroulent. Donc, les populations ont reconnu cela. Mais en dehors de ces cas spécifiques, vous voyez, il y a des programmes qui sont d'ordre transversal, qui balaient tous les secteurs, tous les départements. Et Tchaourou étant une commune du Bénin, en a forcément bénéficié. Le programme de cantine scolaire, où les enfants ont à manger un repas chaud par jour. Aujourd'hui, ce sont plus de 800 000 enfants au Bénin qui bénéficient de ce programme. Et Tchaourou l'a reconnu. Plusieurs écoles dans cette commune également sont impactées par ce projet. Alors pourquoi est-ce que juste le passage du chef de l'État à Tchaourou et Savè était comme un défi pour le chef de l'État? Il s'agit quand même du président de la République. Non, en quoi c'était un défi? On dit Talon et à Tchaourou. On en fait toute une histoire. Un événement, oui, parce que personne n'a oublié qu'il y a un an, Tchaourou et Savè ont été au cœur de l'actualité, malencontreusement de façon négative, parce qu'il y a eu des élections législatives, il y a eu un peu de tension autour, et dans ces villes-là, il y a eu échauffourée. Certains ont pensé que le chef de l'État aurait fait son tour sans s'arrêter là. Ça ne ressemble pas au président Patrice Talon. C'est quand même le président de tous les Béninois. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui, ils sont béninois et il a le devoir d'aller leur rendre compte de son action. C'est pour ça que le chef de l'État s'est mis en devoir d'y aller. Vous allez peut-être me dire, mais est-ce que c'est ça qui a justifié qu'il commence même par Savè? Mais Savè, c'est aussi chez le président Talon. Il a rappelé et il y a passé du temps dans son enfance. Et Savè, c'est le Bénin. Donc, la conjoncture du moment a voulu que Savè ait eu l'honneur de l'accueillir en premier pour cette tournée. Et je suis persuadé que les populations de Savè environ ne s'en plaignent pas du tout, bien au contraire. À la date d'aujourd'hui, quel bilan d'État peut-on faire de cette tournée du chef de l'État? Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que hier soir, en finissant sa rencontre à Kandi, le chef de l'État a bouclé les départements du Borgo et de la Liborie en entier. C'est vrai qu'il a commencé par les collines avec l'étape de Savè, mais il va revenir dans les collines parce que sur la trajectoire, Savè est un peu plus éloigné des autres communes des collines. C'est pour ça que montant par cette dorsale-là, il a préféré commencer par Savè pour qu'au retour, il fasse les autres communes des collines qui sont concernées par cette visite-ci. Donc hier, il a fini le Borgo et la Liborie totalement. Et à partir de ce matin, il était dans la Takora avec la commune de Kérou pour ouvrir le bal. J'ai dit tout à l'heure, c'est la ferveur. L'attente manifeste. Les populations étaient en demande du chef de l'État. Le fait qu'il se soit fait rare en a même fait un phénomène. Malgré la Covid, et je ne suis pas très heureux de le dire, malgré la Covid, malgré les consignes qui ont été passées, malgré les dispositions prises pour que les rencontres soient retransmises en direct sur les radios des localités et surtout traduites en langue nationale. Donc vous pouvez rester au champ, vous pouvez rester au marché, vous pouvez rester dans votre atelier et écouter. Vous savez que malgré ça, partout où il est passé, il y a eu un tel déplacement de population, de foule pour venir le voir, pour venir l'apprécier, pour venir applaudir. Sans doute aussi qu'il y a des gens qui aimeraient voir qui c'est l'homme, qui ne partagent pas forcément sa vision, mais la grande majorité de ceux qui se sont déplacés, c'est des gens qui sont satisfaits de la gouvernance du président Talon et qui voulaient le lui témoigner.
Et on est embêté que les gens prennent quand même ce risque partant de Covid. Partout, il a donné des consignes, même avant d'arriver. Faites en sorte que les populations ne sortent pas, ne se déplacent pas. Mais je crois que ça déborde la capacité des responsables. Et malheureusement, on est confronté à ce phénomène qui fait que nos compatriotes sortent en masse pour venir voir le chef de l'État. C'est un bon signe, c'est sûr. C'est le signe même de sa popularité. C'est le signe même de ce qu'aujourd'hui, le peuple a compris la politique qu'il mène à la tête de notre État. Mais en même temps, à cause de Covid, comme je disais, on a un pincement au cœur d'observer cela. Pourquoi est-ce que vous voulez coûte que coûte démontrer ou prouver la popularité Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors que ce n'est même pas le souci de l'homme. Monsieur Boukari, justement, ce n'est pas de ça qu'il est question. Moi, je fais juste une lecture de ce que nous vivons. Si il avait été question de prouver une certaine popularité, les rencontres, il aurait laissé les rencontres se faire en vase clos, mais en place publique. Or, c'est précisément pour éviter ça que quand il y a eu les arbitrages, la formule de faire les séances avec des nombres réduits de 100, 150 personnes a été retenue et en salle. Mais aux abords des lieux et parfois le long des voies, vous êtes surpris de voir que quand les gens apprennent qu'il a quitté telle commune et qu'il va arriver ici, aller spontanément, les populations se mettent en place pour l'accueillir. Alors, est-ce que le discours est le même à chaque étape de son déplacement? Non, le discours ne saurait être le même. L'objectif, il est le même. C'est aller rendre compte de ce qui a été fait. Mais les réalités diffèrent d'une localité à une autre, d'une commune à une autre. Donc, les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Si bien que, quand bien même il y a un fond commun à tout cela, il y a les spécificités de chaque région, de chaque commune, qui sont chaque fois mises sur la table et qui font l'objet des discussions. Les promesses qui sont faites aux populations dans chaque commune, comment seront-elles mises en exécution alors que Patrice Talon va finir son mandat d'ici quelques mois? Les promesses que vous avez pu entendre découlent généralement des doléances soumises par les populations. D'abord, celles-ci constatent ce qui a été fait, expriment leur satisfaction et sollicitent de nouvelles réalisations. Quand le chef de l'État il entend ça, un chef de famille, il ne peut pas se contenter de dire « bon, j'ai entendu, on verra ». Il sait qu'il y a encore 6 mois d'ici la fin du mandat. Donc, en 6 mois, ce qui peut être fait va être fait. Ce qui va déborder le cadre des 6 mois fera l'objet de projections. Et si demain, c'est le chef de l'État qui va se retrouver à continuer sur les prochaines années, il sait déjà qu'il a entendu des doléances, il va les prendre en compte. Si ça n'est pas lui, le successeur prendra la relève avec les engagements. Alors, est-ce que cette tournée n'aurait dû pas être effectuée au début de son mandat? Au début du mandat, cela n'aurait pas été tout à fait efficace. Pourquoi? Il venait de faire un tour du pays en tant que candidat. Et il a écouté les doléances des uns et des autres qu'il a consignées. Il aurait pu peut-être envisager, comme ça a été envisagé à un moment donné, en faisant le PAG, retourner partout, écouter, dire voilà ce que nous avons prévu, est-ce qu'on peut y aller ainsi? Ça aurait été pas très efficace et ça aurait été dispendieux. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il fallait faire cette tournée. Rendre compte de ce qui a été mis en œuvre après les constats faits il y a 5 ans. Après le programme élaboré, sa mise en œuvre, qu'est-ce que cela a généré ici et là? C'était maintenant ou jamais. Alors, 5 ans, ça a été trop court pour Patrice Talon. Il dit avoir été surpris par la fin de son mandat. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est allé très vite. Le chef de l'État, en dépit des avancées majeures réalisées grâce au PAG, en dépit des motifs de satisfaction qui s'expriment ici et là, le président Patrice Talon aurait aimé faire peut-être 200%. C'est-à-dire 100% du PAG et même au-delà. C'est en cela qu'il dit, le temps allait vite, on a le sentiment que c'est tellement court pour faire. Parce qu'il se rend compte que les défis, ils sont quotidiens. Vous en réglez un aujourd'hui, demain il y en a un autre. Et c'est comme ça qu'on bâtit un pays, tous les pays du monde. Donc c'est honnête que de reconnaître que on a vu le temps passer tellement vite qu'il y a encore à faire. Et les prochaines années permettront sans doute d'aller encore plus loin que ce qui est déjà fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en 5 ans, l'homme n'a pas réussi à faire le job comme il a promis? Non, loin de là. Mais vraiment loin de là. Le job consistait en quoi? Qui n'a pas été fait maintenant. Il y a eu un programme d'action et on sait tous que de partout au monde, vous établissez un programme de gouvernement. Il y en a des projets que vous allez réussir à faire à 100%. Il y en a que vous aurez peut-être à peine lancés en raison de leur nature. Il y en a que vous avez lancés qui seraient en cours et qui vont s'étaler sur le mandat suivant
que ce soit avec vous-même ou avec votre successeur. Donc globalement, comme nos compatriotes le disent aujourd'hui, le job a été fait. Ce n'est pas qu'il n'a pas été fait, il a été plutôt bien fait. Alors, vous êtes le directeur de la communication de la présidence de la République et on constate une communication à la limite exagérée autour du second mandat donc de Patrice Talon. On dit que toutes les communes... mandat qui n'a même pas commencé. Toutes les communes, on dit oui, toutes les communes visitées par le chef de l'État sont prêtes à lui accorder un second mandat. Est-ce que c'est l'objectif de la tournée? Non, et ça, ce n'est pas nous. Et s'il y a des gens, les populations, on a entendu, et je ne suis pas sur le terrain, je suis de très près, j'ai mes équipes qui sont là, on entend effectivement nombre de nos compatriotes le solliciter déjà pour un deuxième mandat. Lui, il rappelle que ce n'est pas l'objet de sa visite et qu'il pourrait revenir si il décidait d'être candidat. Vous voyez déjà, lui-même, il fait la démarcation. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher les populations qui sont contentes, qui sont satisfaites de son action, d'en appeler à un nouveau mandat, de répandre même sur les réseaux sociaux qu'elles sont prêtes à l'accompagner. Et généralement, c'est ce qui est fait autour de cette visite. Ce n'est pas organisé par les services de la présidence. Alors, sur la question de la participation du parti Les Démocrates à la présidentielle, Patrice Talon a rassuré, ils seront dans la course. Et cela nous amène à poser la question de savoir, est-ce que c'est le président sortant qui décide de qui va aux élections ou pas? Non, je crois que vous avez mal compris le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a dit que le ministre de l'Intérieur fera tout pour faciliter la tâche aux uns aux autres et que les mécontents qui n'ont pas encore eu leur récépissé, ils vont l'avoir parce que le ministère va leur faciliter la tâche. Et vous savez du reste que quand la charte des partis politiques a été révisée après le dialogue politique d'octobre 2019, il a été question d'alléger, de faciliter la tâche aux partis en formation. Et donc, à partir du moment où le ministère a fait ses observations, la loi exige que désormais ce soit en une seule fois. Le ministère les a faites. Le reste, c'est s'assurer qu'elles ont été prises en compte et au bout d'un certain temps, le parti va obtenir son récépissé. Donc, ce que le chef de l'État a dit n'est en rien contraire au test et ne veut nullement signifier que c'est lui qui décide de qui sera candidat ou pas. Et maintenant, il dit que le gouvernement fera tout pour que les élections elles soient ouvertes, inclusives pour tous ceux qui voudraient y participer. Et donc, si les démocrates, demain, ont leur récépissé et désignent un candidat, et il se trouvera forcément des gens pour les accompagner, pour les aider. S'ils arrivent à obtenir les parrainages nécessaires, ils seront de la partie. À Malanville, le cortège présidentiel aurait occasionné un accident avec un enfant tué. Qu'en est-il réellement? Je veux dire que c'est une fake news. Ça n'a pas existé. Le cortège du chef de l'État n'a pas provoqué d'accident. Il y a eu malheureusement un accident dans Malanville qui a provoqué la mort d'un enfant. C'est douloureux. Nous nous inclinons devant la mémoire de cet enfant. Nous partageons la douleur de ses parents, mais je veux vous rassurer que le cortège présidentiel n'était pas mêlé à cela. D'ailleurs, le cortège présidentiel n'a fait son entrée dans Malanville que plus d'une heure. Certains disent même des heures, mais plus d'une heure après l'accident. Et quand il a appris, le chef de l'État était très sensible à cela. Dès hier, il a envoyé une délégation dans la famille éplorée pour leur présenter les condoléances et le soutien du gouvernement et de lui-même. Donc, rassurez-vous, le cortège du président de la République n'a pas été mêlé à un accident. Du reste, quand vous voyez le président Patrice Talon circuler, même à Cotonou en cortège, vous voyez à quelle allure il roule, son cortège ne va jamais à vive allure. Cela, si c'est le cortège qui devait l'impliquer, ça aurait été évité. D'abord, il n'y a pas de motard devant lui. Et vous savez qu'en général, les motards ils vont à une certaine vitesse. Il n'y en a pas. Le véhicule qui ouvre va au rythme normal. Quand on est en campagne, il roule modérément. En ville, c'est encore davantage observé. Donc, rassurez-vous vraiment et que vos téléspectateurs soient rassurés. Cet accident n'a pas impliqué le cortège présidentiel. Alors, puisque la tournée va durer plusieurs semaines, selon ce que nous avons appris, le Conseil des ministres sera-t-il suspendu pour le moment? Non. Ça, c'est une question que M. Boukari ne devait pas poser parce que vous êtes un observateur attentif de la vie nationale. Et vous savez que le président Talon, c'est un homme organisé. Et c'est un bourreau du travail. Il ne peut pas, parce qu'il est en tournée à l'intérieur du pays, faire s'arrêter l'État. Le Conseil des ministres va se tenir. Le chef de l'État fera des breaks régulièrement pour venir animer lui-même le Conseil des ministres avant de repartir. C'est une question de méthode, c'est une question d'organisation, et ça, il sait y faire. Les Béninois le savent désormais.
Merci beaucoup à vous, Wilfried Léandre Mbedji, directeur de communication à la présidence de la République. Merci de votre passage sur le plateau du grand format et très bonne journée à vous. Merci, M. Boukaï. Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire un tour d'horizon des grands sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. C'est avec Stéphane Sougan, il est le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Et pour planter le décor, voici la revue de presse hebdomadaire que nous propose ce dimanche Nassis Alossé. Ça y est, le nouveau jeu Tombola Comtesse est là. Après le premier jeu qui a fait de nombreux gagnants, le département Comtesse Innovation de ILBB, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous revient avec son deuxième grand jeu Tombola. Jouez et remportez une moto, un poste téléviseur, un ordinateur portatif, une tablette, un smartphone, ainsi que de nombreux lots de consolation. Du 28 septembre 2020 au 22 février 2021, consommez et gagnez ces merveilleux cadeaux avec l'eau minérale de Comtesse et l'eau de fruits citron sucré. Comment jouer? Achetez votre eau minérale de Comtesse à 400 francs ou eau de fruits citron sucré à 500 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et numéro de téléphone. Déposez les étiquettes remplies auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule de Comtesse. Faites comme elle. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. L'eau de Comtesse, eau du Bénin. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Talon en tournée nationale. Le chef de l'État a entamé cette semaine un périple à travers le pays et l'événement occupe les colonnes des journaux. Pour la première journée de cette tournée, 3 communes, à savoir Savé, Tchaourou et Parakou, ont reçu la visite de Patrice Talon, informent les journaux. Tournée du chef de l'État, Savé, Tchaourou et Parakou, dans la ferveur avec Patrice Talon, pointe le quotidien La Nation. Et de ces 3 premières étapes, mes confrères se sont attardés sur celle de Tchaourou. Cette commune, qui rappelle fraternité, s'est particularisée par les violentes manifestations lors des législatives de 2019, a accueilli le chef de l'État avec un rameau d'olivier. Et très marqué par ces événements malheureux, écrit la publication, Patrice Talon s'est adressé aux populations avec des mots forts. Moi j'ai pardonné, la République a pardonné, l'État a pardonné. C'est à vous de pardonner maintenant, a lancé à l'auditoire l'homme du nouveau départ pour qui Tchaourou est une ville de convivialité. Il a ensuite fait la doléance de voir les participants à la séance devenir ses porte-paroles pour sensibiliser les autres membres de la communauté à la paix, rapporte le Canard de Ménantin. Savé, Tchaourou et Parakou, difficile périple, la caravane Talon passe et des vérités servies, écrit en gros titre mon confrère, qui insiste sur un extrait des propos du chef de l'État qui dit, citation, « L'heure de la réconciliation a sonné. Pendant 5 ans, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. » Fin de citation. Le même sujet fait la manchette de l'autre quotidien pour lequel Patrice Talon s'impose un devoir de pardon national. Pour les premières étapes de sa tournée nationale, le chef de l'État s'impose en démineur en chef, s'exclame le journal L'Actualité. Début de la tournée du chef de l'État dans une 50aine de villes, Patrice Talon adoubé à Savé, Tchaourou et Parakou, constate Libération. En tout cas pour cette tournée présidentielle, Savé, Tchaourou et Parakou ont reçu la visite de Patrice Talon sous le signe de la paix, écrit le journal Bénin Intelligent pour lequel le premier magistrat du pays est un homme soucieux du précieux chantier de la paix. L'actuel occupant du palais de la Marina a aussi déclaré à la une du journal que les 5 années qui viennent de passer ont été trop courtes et lui-même, il a été surpris par le temps. Commentaire du quotidien Matin Libre, Patrice Talon a du remords. Visiblement en 5 ans, il n'a pu faire le job, ajoute mon confrère. Le quotidien Fraternité lui jette un regard analytique et voit dans cette tournée du président de la République une auto-évaluation de son quinquennat. À 5 mois de la fin de ce quinquennat, écrit mon confrère, cette descente sur le terrain ne peut que permettre au premier magistrat du pays de faire un rapprochement avec les défis du PAG, mais aussi de recenser les secteurs dans lesquels il y a encore du travail à abattre. Alors, conclut la publication, cette visite d'environ 54 villes du pays tombe à point nommé car, entre les échos qui parviennent au palais de la présidence de la République et la réalité sur le terrain, il peut bien y avoir une sacrée différence. Tournée présidentielle, le chef chantier arrive, ironise le journal Bénin Intelligent. L'autre vision écrit que Patrice Talon est en mode contemplation du travail abattu en 5 ans. Et cette tournée intervenant dans ce contexte particulier de crise sanitaire, le journal croit savoir que le format des rencontres
a été bien pensé pour ne pas exposer inutilement les populations. Il n'y aura pas de grand regroupement, informe la publication selon laquelle seuls les conseillers communaux, les associations de développement, les sages et notables prendront part aux séances. Au moment où le Bénin profond recevait son chef d'État, 2 pays de la sous-région ouest-africaine pleuraient leurs anciens dirigeants. Il s'agit du Mali et du Ghana. Au Mali, les journaux nous ont annoncé cette semaine le décès de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Au Ghana, en revanche, c'est John Jenny Rawlings qui a tiré sa révérence, toujours cette semaine. L'ancien président ghanéen est décédé jeudi à Accra à 73 ans, informent mes confrères. Il a rendu l'âme à l'hôpital universitaire Korlebou, où il avait été admis une semaine plus tôt, ajoutent les publications. L'homme avait dirigé le Ghana de 1981 à 2001. Le quotidien Fraternité fait recours aux archives et publie un entretien que John Jerry Rawlings avait accordé au magazine panafricain Jeune Afrique en 1997. Entretien dans lequel l'homme d'État explique comment il dit avoir sauvé le Ghana. En politique, le quotidien Fraternité nous emmène dans l'état-major du parti Force Cori pour un Bénin émergent et nous fait savoir qu'à 5 mois de l'élection présidentielle, c'est déjà le clash avant le duo Paul Houmpé-Théophile Yaro. Ces 2 personnalités se disputent le porte-flambeau du parti au logo Cori sur fond vert. Une bataille inopportune selon le journal qui trouve qu'avant de s'accorder sur les candidats retenus par le parti et les positions sur le ticket présidentiel, il faut résoudre d'abord l'équation des 16 parrainages. Toujours en politique, le journal Matin Libre nous apprend qu'Irénée Agossa et son parti, le nationaliste, ont rejoint le parti Les Démocrates. La déclaration d'adhésion a été faite cette semaine à Cotonou, ajoute la publication. Et au cours de la cérémonie, poursuit Matin Libre, le président du parti Les Démocrates s'est prononcé sur le processus de délivrance du récépissé à sa formation politique. Ils délivreront le récépissé sous peu, a laissé entendre Éric Houndété dans des propos rapportés par Matin Libre. Le même journal rapporte les propos de l'ancien député Léon Basile Akhossi, membre du parti Les Démocrates. L'homme dit que sa formation politique ne va pas négocier les parrainages. Dans la suite, cette semaine, justice, c'est Lord Houenou qui a été condamné à 24 mois d'emprisonnement ferme. Et ceci pour outrage au chef de l'État. L'information est à la une des quotidiens L'Autre Vision et Soleil Levant. L'homme aurait harcelé Patrice Talon, précisent mes confrères. D'une condamnation à une autre, le potentiel nous amène sur l'affaire évasion à la prison civile d'Apro-Misérité et nous informe que la sanction des 3 ans d'emprisonnement ferme infligée aux complices est applicable. D'ailleurs, plusieurs officiers ont été mis aux arrêts, pointe mon confrère, qui nous relate le film de l'évasion des redoutables détenus. La publication nous apprend aussi que les régisseurs Joël Félicho et Léandre Sedaminou ont été écroués. Quant au militaire caporal évadé, il a été arrêté cette semaine. À en croire le potentiel, c'est ce dossier qui a emporté le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, Gilles Yekpe. Les événements se seraient produits le 25 octobre dernier et 2 détenus se seraient évadés de cette maison d'arrêt. Des détenus qui, ajoute le journal, sont restés introuvables jusqu'à ce jour. Et devant ce qui semble être une négligence du directeur de l'ABP ou tout simplement une faute professionnelle de ses subalternes, conclut le potentiel, le gouvernement a tapé du poing sur la table. Insécurité avec 7 présumés malfrats qui, selon le journal Matin Libre, ont été abattus par la police à Cotonou au cours d'une opération de braquage. À Parakou, en revanche, pointe le même journal, 2 présumés cybercriminels ont été interpellés par le commissariat de police du 2e arrondissement. À Natitengu, informe Fraternité, 3 corps sans vie et déjà en décomposition ont été découverts dans le 3e arrondissement. Il s'agit, selon mon confrère, d'un homme de 70 ans environ, d'une fillette de 4 ans et d'une femme de 42 ans, tous assassinés. Les victimes auraient été poignardées avant de recevoir des coups de machette, indique Fraternité. Pour le moment, ajoute le journal, la police mène les enquêtes pour identifier les auteurs de cette scène horrible. Dans le même temps, renseigne Nord-Sud Quotidien et Matin Libre, des faussaires de nationalité béninoise ont été arrêtés en France dans l'exercice de délivrance des tests Covid-19. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Fais ta part contre la Covid. Sa propagation peut être stoppée.
ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Nassissa Alassé que nous allons retrouver dimanche prochain. Retour maintenant sur ce plateau avec l'invité média. Son nom, Stéphane Sougan, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi. Premier sujet avec vous, et j'en parlais déjà avec mon premier invité, Patrice Talon, en tournée dans le Septentrion pour échanger directement avec les populations. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du chef de l'État? Le chef de l'État, comme vous l'avez dit, sur le terrain, en visite de chantier, on l'avait annoncé, ou bien pour aller constater par lui-même ce qui se fait sur le terrain dans les communes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, depuis avril 2016, a eu cette posture d'envoyer ses ministres, ses directeurs généraux, en tout cas ses collaborateurs sur le terrain pour lancer les travaux, pour aller vérifier les travaux. Mais lui-même, il est désormais sur le terrain et c'est une vaste campagne c'est une vaste tournée. Il va parcourir, je crois, 54 villes, on a annoncé. Il a commencé par Cotonou avec la descente sur des marchés, sur des chantiers de marchés en construction. Je pense que c'est une autre posture de l'homme qu'on est en train de découvrir. Et à mon niveau, je pense que ce sont les circonstances qui révèlent la nature de chaque personne, de chaque personnalité. Au débat, on disait, sa posture a tranché avec celle de son prédécesseur, Boni Yahi, qui était tout le temps, qui était sur le terrain. Ça, c'était sa passion. Mais on a constaté que le chef d'État, a vu le nécessaire. Maintenant, ça vient à un moment où nous sommes à la veille des élections. C'est pourquoi d'autres disent carrément que ce n'est pas une visite de chantier, comme on l'a dit. Et ça se constate parce que le chef de l'État échange avec les populations et le discours qu'on tient, ce sont des discours plus politiques. C'est vrai, l'analyse sera faite selon la position de chacun, selon la perception de chacun. Mais à entendre le chef de l'État, c'est une autre dimension de l'homme. On découvre, on ne voit pas le chef de l'État qui gère tout depuis le palais, qui gère tout depuis Cotonou. On le voit sur le terrain discuter avec les populations, faire le bain de foule, et sans appeler ça du populisme, ça y a à voir quelque chose avec. Quand on voit les foules qui s'amassent, surtout en ce temps de Covid, je pense que le directeur de la communication l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas heureux de dire, de faire allusion à la foule. Qui sort, qui se déplace à chaque sortie dans chaque commune du chef de l'État. Et je pense que c'est carrément une autre dimension du chef de l'État qu'on est en train de découvrir. On voit que ce sont les circonstances qui révèlent l'homme, donc la nature de l'homme n'est pas figée. Alors, c'est un autre Patrice Talon que nous sommes en train de découvrir depuis quelques jours. Depuis sa descente sur certains sites à Cotonou avec les bains de foule, et maintenant depuis le jeudi passé. Alors, le chef de l'État veut se réconcilier avec son prédécesseur Boni Yahi, qui était donc au cœur des événements malheureux il y a quelques jours, et traité de tout, les noms. Est-ce qu'aujourd'hui, les intentions de
de Patrice Talon de se réconcilier avec Boni Yayi sont bonnes. Oui, si vous permettez de revenir un peu sur le premier sujet, la descente du chef de l'État sur le terrain, je pense qu'une autre dimension de la visite serait plus intéressante, à savoir que le chef de l'État va descendre dans les écoles pour voir les conditions dans lesquelles les élèves sont en train, les élèves et écoliers sont en train de travailler. C'est vrai, on déplore le manque d'efficacité des enseignants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que l'État ne joue pas le rôle qu'il doit jouer pour mettre à la disposition des acteurs de l'école béninoise ce qu'il faut. On a vu des images où des élèves, des écoliers sont assis ou bien sont couchés à même le sol, les cahiers posés à même le sol pour recopier. Ça ne fait pas bonne image. Je pense qu'on devrait travailler à mener le chef d'État dans ces écoles au lieu de préparer la rencontre dans des salles guirlandées, dans des salles bien aménagées à propos pour présenter une image du Bénin profond, du Bénin de l'intérieur du Bénin au chef d'État. Et donc, à partir des étapes à venir, si peut-être que nos doléances sont en train de tomber dans de bonnes oreilles, qu'on veille à déplacer le chef d'État pour aller constater de visu ce qui se passe dans les écoles, et pas des écoles déjà aménagées pour accueillir le chef d'État, mais les conditions réelles dans lesquelles les élèves sont en train de travailler dans les écoles. Alors, après donc des moments de malcompréhension, le président Patrice Talon veut se réconcilier avec son prédécesseur Boni Yayi. Est-ce que c'est nécessaire pour vous? Oui, je pense qu'il faut être un oiseau de très mauvais augure pour ne pas se réjouir de cette annonce, pour ne pas souhaiter voir le chef de l'État et Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi ensemble comme il était avant. Peut-être 2012, je pense que les événements ont commencé en 2012-2013 avec les affaires d'empoisonnement, bien de tentatives d'empoisonnement, tentatives de coup d'État. Et je pense aujourd'hui, le peuple béninois, en tout cas ceux qui sont patriotes, ceux qui sont épris de l'esprit de paix, voudraient voir le chef d'État Patrice Talon et l'ancien président de la République Boni Yayi ensemble. Et cette attitude, cette démarche du chef de l'État, je pense que c'est à saluer, Et je voudrais vraiment demander à ceux qui peuvent jouer un quelconque rôle dans ce processus, de le faire vraiment pour que les deux hommes puissent être ensemble, parce que on a vu que les deux personnalités aujourd'hui tiennent les deux bouts de toute la crise. On voit Boni Yayi de ce côté, on voit Patrice Talon de ce côté, et les soutiens malheureusement travaillent à vicier davantage les relations entre les deux hommes, oubliant que c'est une entente qui va plus profiter au Bénin que leur division. Peut-être que leur mésentente profite à des personnes, à des individus, mais je pense que leur entente profitera plus à la République, plus au Bénin. Et donc ceux qui peut-être pour des intérêts particuliers, qui peut-être tirent des prébendes de leur mésentente, ils n'ont qu'à savoir qu'il faut plutôt travailler à réconcilier les hommes. Je vois même des gens qui vont jusqu'à peut-être dire des insanités sur Patrice Talon ou bien sûr Boni Yayi, selon qu'on a un soutien de Patrice Talon ou soutien de Boni Yayi. Je pense que c'est des choses à éviter. On a vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où au lendemain des élections, avec le nombre de pertes en vies humaines qu'on a enregistrées, les acteurs sont en train de se revoir maintenant, et ceux qui sont décédés. Je pense que le chef de l'État Patrice Talon et le président Boni Yayi ne sont pas demandeurs de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Et je pense, de ce point de vue, que les sages devant qui le chef d'État a exprimé cette volonté de se réconcilier ou bien de se remettre ensemble avec le président Boni Yayi, devrait vraiment rentrer dans la danse pour faire aboutir le projet. Justement, le président ivoirien Alassane Ouattara avait tenté de jouer à la médiation entre les deux hommes. Finalement, la suite, on la connaît. Justement, et c'est en cela que c'est vrai, c'est heureux que le chef de l'État souhaite que des gens s'impliquent dans le processus, bien dans la démarche. Mais je pense que l'attitude, bien l'acte venant du chef de l'État lui-même serait plus efficace. Ce serait plus efficace parce que on a vu que la réconciliation entre les deux hommes à Abidjan, présence des présidents ivoiriens et togolais, était pas personne interposée, à savoir donc Faure Gnassingbé et Alassane Dramane Ouattara, mais ça n'a pas abouti au lendemain. On a revu, là où on est aujourd'hui, on sait ce qui a amené là. Et donc, je pense qu'une démarche de l'un ou de l'autre envers l'un et l'autre ou l'autre serait vraiment appréciable et ça porterait plus et ce serait plus efficace que des interventions par personne interposée.
Très bien. Et pendant que le chef de l'État échange avec la population, le chemin de croix se poursuit pour les démocrates. Bon, les démocrates, on dit, ils sont dans une assurance et autres. Nous autres, dans cette semaine, on s'est demandé si les assurances du ministre de l'Intérieur sont endormis, sont à faire dormir debout. Parce que une chose est de dire, une chose est de faire. Entre l'acte et entre la parole et l'acte, je pense qu'il y a un grand fossé. Et si le chef de l'État a dit qu'il travaillera ou bien que les démocrates auront les récépissés. Et bon, le directeur de la communication a tout à l'heure dit que ce n'est pas forcément qui veut agir ou bien que c'est lui qui donne à qui il veut. C'est dans la droite ligne des démarches qui sont menées jusque-là. Je pense que le ministre de l'Intérieur doit prendre la mesure des choses et vraiment, parce qu'on a constaté que ça fait partie des sujets de crispation de la tension sociopolitique qu'on donne de reçu. Parce que le droit d'association, c'est reconnu par la Constitution. Et donc, si les gens se mettent ensemble, on me dira peut-être qu'on leur a demandé de faire des opérations et ça. Bon, c'est le ministère qui étudie les dossiers, qui sait ce qui manque, ce qui a complété et tout. Mais je pense qu'avec ce qui se fait maintenant, le mardi passé, je pense qu'ils étaient au ministère de l'Intérieur et des assurances ont été données. Au-delà de ces assurances, il faut qu'on passe à l'acte pour finir avec ce dossier. Est-ce qu'à cette étape, on peut commencer à douter de la bonne foi du ministre de l'Intérieur? Douter de la bonne foi du ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est cette fois, depuis 2019, a commencé par être remise en cause avec d'abord le parti FCB actuellement aux mains de son secrétaire exécutif national, Paul Humphrey, qui n'a pas pu participer aux élections législatives et donc faute d'un certain nombre de documents. Et notamment le certificat de conformité, je crois, ou autres pièces. Et je pense que, à défaut de faire perdurer la crise, le ministre de l'Intérieur, pour faire déjouer ou bien pour faire déchanter ou démentir ceux qui pensent qu'il est en train de mettre ou bien de jeter les pots de banane aux adversaires, aux contradicteurs, a intérêt vraiment à délivrer le document afin que chacun joue son acte, bien le rôle qui lui revient sur la scène politique pour la bonne marche de la contradiction et de la pluralité d'opinions. De son côté, le parti Force Corée pour un Bénin émergent se prépare activement pour la prochaine élection présidentielle. Théophile Yaro se dit candidat à la candidature donc au sein du parti. Et Paul Humphrey, pour le moment, n'a encore rien dit. Bon, Paul Humphrey, pour le moment, n'a encore rien dit, mais des gens lui prêtent déjà l'intention de se porter candidat. Et je pense que c'est l'ordre normal des choses au sein des partis politiques et démocratiquement administrés et gouvernés. Et c'est normal. Un quelconque militant peut aussi aspirer à être candidat de FCB parce qu'il s'agira maintenant de passer par les primaires, pas les primaires forcément pas à l'américaine, mais à la béninoise ou bien au sein des partis. Et je pense de ce point de vue que chacun d'eux a le droit de postuler, surtout déjà qu'ils sont individuellement, ils remplissent certainement les conditions vis-à-vis du parti d'abord, passe encore vis-à-vis parce que c'est la Sénat qui dira s'ils sont aptes à aller aux élections. Mais à l'interne, je pense que c'est une guerre pratiquement ouverte entre les deux parce que ils se sont unis entre-temps pour combattre des gens. Maintenant, l'intérêt de chacun est en jeu. Maintenant, on verra là où ça va venir. Ils ne finiront pas s'entendre. Mais on a les signes annonciateurs d'une mésentente ou bien des clashs. Ça s'annonce déjà. C'est le début. Mais à l'issue du processus, je pense qu'ils vont s'entendre et peut-être soutenir si ils arrivent à réunir toutes les conditions pour être dans la course pour 2021 et autour du candidat qui sera désigné ou bien du duo présidentiel qui sera désigné. Nestor Stéphane Onsougan, rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info, merci pour ces analyses et très bonne journée à vous. Merci On se voit une autre fois. À plus. Mesdames et messieurs, c'est fini. Tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 15 novembre 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Tchaourou et Savé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. Vous avez la possibilité de revoir l'intégralité de cette émission sur notre plateforme www.canal3television.com. Excellent dimanche à chacun et à tous. Au revoir.